le jour où j'ai eu un cancer, ça a changé ma façon d'aborder la question avec les malades à qui j'annonçais des cancers. Et heureusement, tous les médecins n'ont pas besoin d'avoir un cancer pour parler gentiment à leurs patients et les accompagner avec empathie, mais ça a changé ma façon d'être. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. C'est le médecin préféré des Français. Avec son franc-parler, son humour et son expertise, Michel Simès a dépoussiéré le traitement de la médecine à la télévision, grâce notamment au fameux magazine de la santé qu'il a incarné pendant 20 ans auprès de sa complice Marina Carrère-Dancos. Hyperactif assumé et diagnostiqué, ce chirurgien, également écrivain, comédien, homme de presse et de radio, a décidé cette fois de se pencher au-dessus de nos lits. Le 25 juin, sur France 2, il propose une soirée spéciale intitulée « Qui dort perd, la grande expérience du sommeil », co-animée avec Marie Portolano. De belles tranches de rire en perspective, mais surtout des informations étonnantes à dormir debout. Bonjour Michel Simès. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce podcast. La première de mes questions, Michel, c'est est-ce que vous avez bien dormi ? Moi, je dors très très bien. Je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Je suis un petit dormeur. Entre 5 et 6 heures de sommeil, ça me suffit toutes les nuits. Et puis dès que je me couche, en général, je m'endors très très vite et je me réveille sans réveil. Donc voilà, je suis privilégié de ce côté-là. Vous êtes privilégié et donc c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez concocté une grande soirée le 25 juin sur France 2 qui s'appelle « Qui dort perd ? La grande expérience du sommeil ». Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Alors c'est un concept, un format très original qui consiste à priver nos volontaires people d'une nuit de sommeil et puis de faire des tests avant et de faire des tests après pour montrer en quoi la privation de sommeil agit sur plein de sujets, la concentration, l'irritation, vous verrez ça pendant l'émission, mais voilà, c'était... Et puis, coprésentation avec Marie Portolano, que je ne connaissais pas avant de l'avoir rencontrée pour préparer l'émission, et avec laquelle ça s'est super bien passé, on s'est très bien entendu, chacun avait un rôle très précis dans l'émission et franchement ça a été un vrai bonheur de présenter ça avec elle et en plus l'expérience a été quand même assez passionnante. Alors on n'a pas fait 4 jours de privation de sommeil, on ne voulait pas mettre nos volontaires en danger, mais on les a privés d'une nuit complète en les mettant dans ce qu'on appelle, nous, le laboratoire, où ils étaient ensemble toute la nuit, avec des moments assez drôles quand même. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est toujours l'ADN de toutes vos émissions, c'est-à-dire qu'à la fois, on apprend un tas de trucs, on se fait du bien puisqu'on apprend des choses pour sa santé, mais on ne se prend pas au sérieux et on rigole en fait. C'est un peu ça le oui, Michel Simès touch. Oui, vous parlez d'ADN, effectivement. Moi, ça fait 35 ans que je fais de l'info-santé à la télé ou à la radio et le principe, c'est depuis le début, je me suis dit qu'on pouvait apprendre des choses autour de la santé et de la médecine au public sans... ni se prendre au sérieux, ni le faire trop sérieusement. C'est-à-dire qu'on peut sourire, on peut même rire parfois sur des sujets de santé, ce qui était avant strictement impossible. Dès qu'on voyait une émission de télé autour de la santé, c'était forcément sérieux. Et donc voilà, moi je pensais que ça rendait plus digeste des sujets parfois difficiles. Et la grande expérience, c'est un mix de divertissement, de bonne humeur, parce que les volontaires qui étaient là ont tous joué le jeu et il y a eu des moments quand même assez extraordinaires, et puis d'information, et mon rôle il est là. Marie était là pour animer en tant qu'animatrice l'émission pour les jeux, pour les tests, etc. Et moi j'étais là pour apporter mon expertise médicale sur des sujets qui ne sont pas gravissimes quand ils sont traités comme ça, mais qui peuvent entraîner des problèmes de santé importants quand on est privé de sommeil. Absolument. On peut peut-être citer ces volontaires courageux qui vous ont accompagné. Donc il y a Linda Hardy, il y a Titoff,
il y a Francis Perrin, il y a Paloma, alias Hugo Bardin de Drag, voilà, Caroline Margéridon et Gwendal Marie-Moutou. Comment vous les avez castés? C'était générationnel? C'était... Non, oui, enfin, on a essayé d'avoir un casting représentatif de la population française, aussi bien en termes d'âge, de sexe, voilà. Et en fait, on a interrogé pas mal de gens. Il y en a quelques-uns qui nous ont refusé en disant il est impossible pour moi de me priver de sommeil pendant une nuit, c'est quelque chose d'impossible. Donc, ils ont refusé. Et puis, il y a des gens... Par exemple, Linda savait que ce serait difficile pour elle parce qu'elle a besoin de dormir régulièrement, mais elle a voulu tenter le coup. Et Francis Perrin, c'est pareil, il n'est pas tout jeune, mais il a voulu aller jusqu'au bout de l'expérience parce que ça l'intéressait. Et il y a des moments avec Francis qui sont assez hallucinants. Enfin, je ne vais pas spoiler tout ça, mais vous verrez que c'est quand même assez incroyable avec lui. Et qu'est-ce que vous attendez de cette émission? Parce que se priver de sommeil, si c'est pour un jeu, effectivement, on s'en fout. Mais en revanche, si on conduit, si on a des activités, parce qu'on perd son réflexe et tout, il y a aussi la visée sociétale. Ce qu'on attend, c'est de faire venir des gens qui, peut-être sur une émission purement médicale, ne seraient pas venus. Voilà. Si vous faites une émission sur le sommeil, j'en dirais, bon, moi, j'ai pas de problème de sommeil, donc je vais pas venir voir, ou alors j'ai des problèmes de sommeil, et c'est pas une émission de télé qui va les régler. Nous, on a voulu apporter du divertissement pour faire venir les gens, parce que parmi tous ces volontaires, ils ont un public, ils ont pour certains une communauté sur les réseaux, et puis ils sont sympas. Ils peuvent faire venir des téléspectateurs qui, tout en s'amusant, vont apprendre des choses. Et l'idée, c'est d'expliquer pourquoi la privation de sommeil, il y en a plusieurs. Il y a la privation de sommeil occasionnelle, une nuit blanche où on se couche tard, on se lève tôt, et on n'anticipe pas les conséquences que ça peut avoir, notamment sur la conduite. On rappelle que la majorité des accidents graves de la route sont liés à un manque de sommeil. Il y a des gens qui s'endorment au volant. Il y a des gens qui sont sous somnifères depuis des mois et des mois, voire des années, et à qui on va expliquer qu'il y a d'autres moyens de dormir et qu'il faut à un moment arriver à se sevrer pour ne pas rentrer dans l'addiction. Donc, en fait, on essaye, par le biais d'une entrée divertissement, de faire rentrer un certain nombre d'informations autour de la santé. Et ça, on le disait tout à l'heure, donc c'est votre patte depuis que vous faites de la télévision et notamment sur ces sujets-là. Est-ce que vous éprouvez une certaine, allez, je me lance, fierté, satisfaction d'avoir offert cet éclairage nouveau sur les émissions médicales? Moi, j'ai été... Le début, moi j'ai commencé essentiellement sur France Info, où j'ai essayé depuis le début de faire comme si j'étais face à un patient, puisque je consultais, et de faire une consultation en interpellant l'auditeur. Sauf que je le faisais avec 1 million de patients en même temps, mais et cet humour, je l'ai toujours eu, c'est un peu mon esprit carabin. J'aurais pu me dire sois sérieux parce que c'est de la télé, c'est de la radio et qu'il faut pas choquer les gens. Et je me suis dit non, je vais être le plus naturel possible et faire ce que je fais moi en consultation. C'est-à-dire quand je consultais, j'étais avec les patients. Alors bien sûr pas pour les sujets très graves, mais ça m'empêchait pas de sourire, de rire, de passer des moments conviviaux avec mes patients. Tout en les soignant. Et c'est ça, c'est cette recette, entre guillemets, que j'ai voulu adapter à la radio et à la télé. Et c'est vrai que si j'ai eu moi de mon côté tout seul, et puis si on a eu une grande fierté avec Marina, avec le magazine de la santé, c'est qu'on a pu introduire du sourire. C'est ça. Et on s'est battu pour ça, parce que moi, quand j'ai commencé à déconner un petit peu dans le magazine de la santé, je me suis fait tacler par le producteur qui disait tu peux pas déconner sur des sujets de santé, ça va choquer les gens. Donc j'ai arrêté 1 semaine et je recommençais après parce que je pouvais pas faire autrement, c'était mon ADN. Donc
Après, c'est devenu la carte de visite du magazine de la santé, c'est devenu ma carte de visite à moi, je suis à la fois grande gueule, donc je dis les choses, je parle français, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer de la part d'un médecin qui peut parler un jargon incompréhensible. C'est ça. Moi, je parle français, je dis les choses, quand j'ai des coups de gueule à pousser, je les pousse, et quand je peux mettre de l'humour, je mets de l'humour. Donc oui, je suis assez fier d'avoir introduit un peu de légèreté sur un sujet qui n'est pas toujours. Avec l'audience qui a suivi, donc qui justement certifiait votre qui est la preuve que ça marchait bien. Et d'ailleurs, quand les gens me parlent de ce que je fais ou m'arrêtent dans la rue, c'est toujours pour me dire continuez, vous nous faites marrer, vous nous apprenez des choses. Il y a un truc, lorsqu'on s'était déjà rencontrés, on va aborder ce sujet pour des fictions, mais il y a un truc dans vos émissions, c'est que vous n'avez jamais présenté ou animé des jeux qui n'avaient aucun rapport avec la médecine. Ça, c'est une vigilance que vous avez depuis le début. Il ne faut pas mélanger les genres. Exactement. En fait. Et c'est parce que, à l'époque, c'est parce que... Là, j'ai arrêté de consulter depuis 3 ans maintenant à cause de la retraite, mais à l'époque, je consultais à l'hôpital et que pour moi, il était inconcevable de présenter une émission de jeu ou de faire des variétés ou n'importe quoi, alors que le lendemain matin, j'allais consulter à l'hôpital et peut-être en annonçant un cancer à un patient. C'est aussi pour ça que quand j'ai commencé les fictions, dont on reparlera sûrement, je n'ai pas voulu jouer d'autres rôles que celui d'un médecin parce que je trouvais que c'était déjà borderline et je voulais impérativement que les patients qui m'auraient vu la veille à la télé puissent continuer à avoir confiance en moi le lendemain matin quand ils me voient en consultation. Donc pour moi, c'était, quelles que soient mes envies, c'était incompatible. La deuxième chose concernant les jeux, c'est un métier. Je ne sais pas animer un jeu, c'est pas mon expertise. J'ai essayé, j'en ai fait avec Vitamine C. C'était pas un jeu, mais c'était une présentation un peu limite animation dans Ça sortira pas d'ici, mais ça restait quand même très médical. Et en fait, je me sens pas à l'aise dans cet exercice. C'est pas moi, je sais pas faire. Je m'appelle pas Nagui, qui fait ça de façon extraordinaire. D'ailleurs, quand j'ai présenté les émissions avec lui, c'est lui qui s'occupait de la partie jeu. Moi, j'étais là en train de regarder en me demandant comment il faisait. Donc voilà, c'est chacun son métier. Voilà, quoi. Son métier. Okay. Et lorsque justement vous avez fait de la télé, vous avez eu des retours, ceux-là même que vous craigniez, de certains de vos patients qui comprenaient pas pourquoi vous étiez passé Ni de la part de patients, ni de la part des médecins. J'ai eu peur au début que mes confrères m'attaquent parce que c'est un milieu comme tous les milieux où il y a des jalousies, il y a des pisse-froids, il y a tout ce que vous voulez et que il y en a tellement qui auraient aimé faire ce que je fais que je pouvais être attaqué. J'ai été attaqué de temps en temps, mais rarement au Conseil de l'Ordre. Et j'ai plutôt la chance d'avoir une bonne cote dans le milieu médical parce que j'apporte une image un peu décontractée de la médecine. C'est ça. Et de la part des patients, jamais j'ai eu de remarques. Au contraire, ils étaient plutôt flattés de voir le docteur de la télé. Quoi. C'est ça. Oui, finalement, vous êtes aussi un ambassadeur de la médecine par le biais de cette télévision qui lui apporte plutôt des choses une image très positive et très humaine, en fait. Oui, j'essaye de montrer qu'un médecin... de toute façon... on n'est plus au 19e siècle. Hein. Le médecin, aujourd'hui, est obligé de partager ses connaissances. C'est plus d'un côté le sachant et de l'autre un patient qui, comme le nom l'indique, doit être passif. Aujourd'hui, il faut partager, il faut expliquer, il faut avoir le consentement du patient et que vous ne pouvez avoir que si vous avez expliqué les choses. Et puis, il faut avoir de l'empathie. Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque des mandarins devant lesquels vous trembliez parce qu'on avait peur de ce qu'il allait dire. Aujourd'hui, l'empathie est le maître mot en médecine. Il faut accepter de discuter. D'ailleurs, il y a encore des médecins aujourd'hui qui ne parlent pas, qui opèrent tout juste sans expliquer aux patients. C'est plus possible. Alors, on va faire un petit retour en arrière, Michel. On va revenir à ce jour où vous avez prononcé votre serment d'Hippocrate. Est-ce que vous vous souvenez à quoi ou à qui vous pensiez ce jour-là et qu'est-ce que vous aviez envie de faire de cette route qui s'ouvrait devant vous ? Je pense,
Je pensais, bien sûr, à tous ceux, enfin mes parents, mais je pensais surtout à tout le chemin que j'avais parcouru pour arriver à faire médecine. C'est-à-dire C'est-à-dire une scolarité plutôt chaotique. Je passais tous les ans en serrant les fesses. Un bac raté. Un concours de médecine reçu du premier coup, ce qui était quelque chose de complètement... Enfin, c'est invraisemblable que j'ai pu être, avec mon parcours scolaire, être reçu du premier coup en deuxième année. Voilà, quand vous passez alors, le serment d'Hippocrate, à l'époque, tout le monde passait le serment d'Hippocrate. Là, comme on était nombreux à passer notre thèse en même temps, il y en a un, c'était le plus âgé, qui a prêté serment pour tout le monde. D'accord. Mais voilà, c'est des moments fondateurs parce que des 10-12 ans d'études de médecine pour arriver à avoir sa thèse et à prêter le serment d'Hippocrate qui vous engage dans une profession qui n'est pas anodine. Voilà, alors pour la suite, j'étais content d'être arrivé là, d'avoir passé ma thèse et puis de pouvoir passer à un véritable exercice d'une profession qui allait me faire gagner ma vie. C'est ça. Et vous imaginiez, il y avait un portrait robot du médecin modèle dans la blouse duquel vous aviez envie de rentrer, non? Le médecin modèle, c'est aujourd'hui que je l'ai. C'est avec l'expérience. On peut pas... je devais avoir 30 ans quand j'ai passé ma thèse, mais on est tellement dedans, tellement le nez dans le guidon, on est tellement en train d'apprendre des choses tout le temps, qu'on n'a pas de... J'avais pas de modèle, j'avais pas de philosophie autour de l'exercice de la médecine. D'accord. C'est l'expérience qui fait que vous finissez par comprendre quelles doivent être les qualités d'un médecin, qualités que j'espère avoir acquises durant ma carrière, mais je pense que c'est aujourd'hui, avec le recul, avec la sagesse, avec l'expérience, que je peux avoir une idée de ce que doit être le modèle de médecin. Et vous pensez que vous l'avez approché, voire épousé ce modèle? J'ai en tout cas essayé. Après, il y a les événements de vie qui font que... Bon, moi, je l'ai dit dans un bouquin. Il est certain que le jour où j'ai eu un cancer, ça a changé ma façon d'aborder la question avec les malades à qui j'annonçais des cancers. Bien sûr. Donc, voilà. Alors... Et heureusement, tous les médecins n'ont pas besoin d'avoir un cancer pour parler gentiment à leurs patients et les accompagner avec empathie, mais ça a changé ma façon d'être. Mais je pense que j'ai fini pendant les dernières années de ma carrière à l'hôpital par avoir cette empathie, ce mot empathie devant moi en permanence. Et qui est essentiel pour exercer ce métier. Et cette empathie, elle remonte à quand? Quand vous étiez un petit garçon, vous vous souciez aussi du bien-être des gens, de vos potes? Est-ce qu'ils marchaient les 10 000 pas? Peut-être pas, mais est-ce que... Je me souciais quand j'étais petit du bien-être des animaux, surtout, plus que des êtres humains, parce que je voulais être vétérinaire. Mais j'ai pas... Non, tout ça est arrivé très progressivement, et même cette notion d'empathie par rapport aux patients, que j'essayais d'avoir naturellement, j'ai mis un mot dessus plutôt dans les 10 dernières années de mon exercice. C'est là où... Mais je pense que... j'ai toujours été empathique parce que j'ai toujours voulu aider les gens à comprendre. C'est pour ça que j'ai fait de la radio au début. C'est tout ce que j'ai commencé à France Info, par exemple, je l'ai fait parce que j'ai écrit des chroniques, mais... Déjà, quand je consultais, même en tant qu'interne, je faisais des petits schémas. Je passais du temps à expliquer aux mamans pourquoi leur enfant avait une otite séreuse ou des choses comme ça, parce que je suis ORL. Mais c'est dès le début que j'ai voulu c'est dès le début de mon exercice, même en tant qu'interne, que j'ai compris que plus j'expliquais aux patients, plus j'en faisais un allié dans son suivi et dans son traitement, et plus j'allais avoir de chances de le guérir. Ça, j'ai compris dès le début, et j'ai compris dès le début que il fallait pas asséner la vérité, qu'il fallait pas être, il fallait pas être dogmatique, il fallait pas être péremptoire face à un patient, mais il fallait s'associer à lui pour le traiter. En fait, un patient et son médecin, ils font équipe contre la maladie. Donc, plus on a d'informations d'un côté et de l'autre, et plus on est fort. Oui, à condition que le patient accepte.
Parce qu'il y a des patients qui sont très réticents, qui préfèrent ne pas savoir. Il y a des patients qui sont insupportables, comme les médecins peuvent être insupportables parfois. Il y a des patients qui sont suspicieux, qui mettent en doute vos compétences, qui probablement se disaient « ce mec fait trop de télé pour être un bon médecin ». Voilà, bon, après... Ça, c'est la vie. Libre aux gens de penser. Vous aviez votre cap, et après, ça, c'est les choses autour. Donc là, on parle de vous beaucoup en tant que médecin et en tant que patient. Quel type de patient vous êtes? Il paraît que les médecins sont des patients très compliqués pour leurs confrères. Moi, je suis un patient très, très cool. Et quand je fais confiance, d'accord. Si vous voulez, je suis... bon, d'abord, je ne suis pas hypocondriaque. Je suis vigilant, c'est très différent. C'est-à-dire que quand j'ai un symptôme, j'essaye de l'analyser, bien sûr, puisque j'ai l'expertise pour ça. Mais je n'hésite pas à aller voir des confrères. Et quand ils me disent quelque chose, je ne mets pas en doute ce qu'ils disent. Je suis exactement ce qu'ils me demandent. Et puis voilà. Et puis... je sais pas, voilà, j'ai un pouce, je me suis coincé mon pouce dans la portière de ma voiture. J'ai eu très très mal, comme vous pouvez l'imaginer, une douleur quasi syncopale. J'avais mal, je me suis soigné tout seul. Bon, effectivement, il y avait du sang, un hématome sous l'ongle, etc. Et j'aurais pu continuer à me soigner tout seul. Sauf que le lendemain, j'avais vraiment mal, j'avais pas dormi de la nuit et tout. Et donc, je suis allé voir une spécialiste de la main qui m'a regardé en me disant « ça vous est pas venu à l'idée de faire une petite radio par hasard ?» Et donc, j'ai fait... Voilà, à un moment, je suis allé voir. On a fait une radio, on a bien fait, parce que je m'étais fracturé le pouce. Et elle m'a donné un traitement que j'ai suivi. Je suis un patient très docile. Très docile, très bien. Et est-ce que, à l'instar de Michel Drucker, dont on connaît la réputation, qu'on sollicite régulièrement pour avoir des noms de spécialistes, de médecins, vous êtes aussi également sollicité par le monde des médias? Toute la journée. Toute la journée. Je reçois des coups de fil toute la journée de copains, ou des SMS surtout, de potes qui ont besoin. Alors c'est marrant parce que il y a deux expressions d'abord. Il y en a un c'est toujours Michel, est-ce que tu pourrais me conseiller un bon dermato? Alors ce côté bon, c'est quand même... Alors je réponds souvent en marrant en disant j'en connais que des mauvais, mais si tu veux, je vais me renseigner. D'ailleurs, il y a une fois une dame qui à un dîner me dit « Vous qui êtes ORL, est-ce que vous en connaissez un bon ?» C'était quand même sympa. C'est quand même extraordinaire. Donc je lui dis non. Donc on me demande toujours un bon dermato, un bon chirurgien, un bon rhumato. Et la deuxième chose, c'est pour une consultation dans la journée. C'est pas... mes potes, je pense, ou ne lisent pas la presse et ne savent pas qu'il y a des délais et qu'il y a un peu des déserts médicaux. C'est toujours, est-ce que tu peux m'avoir quelqu'un qui pourrait me recevoir ce soir? Bon, je ne suis pas Doctolib, donc j'essaye de faire ce que je peux pour accélérer un peu les choses, mais c'est tout le temps. On me demande tout le temps. Je me doutais un peu de votre réponse, mais pas avec cet humour. Juste une petite pause sur le magazine de la santé, donc qui est sauvé. J'imagine que vous avez fêté ça comme il se doit, non? Parce que vous comptiez parmi ceux qui avaient tenté de poursuivre son existence. Alors, il faut être honnête, il y a plusieurs choses qui ont fait que le magazine de la santé a continué. Je pense que mes coups de gueule, le lobbying qu'on a fait, les gens qu'on a rencontrés, les pétitions du milieu médical pour sauver le magazine de la santé ont dû jouer, mais je pense que ça s'est joué aussi beaucoup à un niveau qui n'est pas le nôtre, puisque nous étions une victime collatérale d'une guerre entre TF1 et France Télévisions. Je pense que les dirigeants des deux entreprises se sont parlé et ont fini par trouver un accord pour... faire en sorte que le magazine de la santé puisse se poursuivre. Oui, on a fêté ça. En même temps, le plan social avait commencé. C'était les montagnes russes un peu pour la rédaction. On va fêter ça lors d'une fête annuelle du magazine de la santé comme il se doit. Mais surtout, on est très heureux de deux choses, d'avoir sauvé la rédaction et puis de maintenir un rendez-vous quotidien sur le service public autour de la santé. Il n'est pas possible que, même s'il y a de la santé ailleurs sur France Télévisions, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un rendez-vous régulier. Avec justement en plus une fidélisation, une crédibilisation, une légitimité que vous avez acquis
toutes ces années. Oui, donc c'était vraiment... c'est pour ça qu'on s'est battu, parce que c'est notre bébé, même si Marina n'est plus là en septembre, on s'est battu pour sauver l'émission. Le magazine de la santé est devenu au fil des ans la référence en matière de santé à la télévision, à tel point que les autres chaînes se disaient c'est pas la peine qu'on y aille parce qu'il y a le magazine de la santé. Donc c'est notre bébé, on est parti de 7 minutes, on est arrivé à 1h30, ça fait 26 ans que l'émission existe, c'est devenu une référence. On voulait pas que ça s'arrête comme ça, quoi. Selon vous, quelle est la pathologie la plus répandue à la télévision ? Chez les journalistes, l'hypocondrie. C'est pas une pathologie, enfin quoique, mais c'est l'hypocondrie, mais pas seulement à la télé. Je pense que les artistes, quels qu'ils soient, acteurs, chanteurs, sont des gens qui sont tellement stressés, qui marchent tellement à l'adrénaline et surtout qui ont tellement pas les moyens de s'arrêter. Quand vous faites un spectacle au théâtre, que vous jouez dans un film, que vous avez des concerts, vous n'avez pas les moyens d'arrêter. Donc le moindre problème lié au stress, en plus la plupart du temps c'est lié au stress, hein. Un chanteur qui perd sa voix avant de rentrer sur scène, c'est entièrement psychosomatique. Donc ces gens-là sont très hypocondriaques, comme d'autres milieux dans lesquels il y a du stress, mais c'est la maladie la mieux partagée dans ce monde-là. D'accord. Et en ce qui vous concerne, évidemment, on dit toujours Michel Simès, il est hyperactif, parce que c'est vrai qu'entre la télé, la radio, donc vos consultations jusqu'à il y a quelques années, les ouvrages et tout ça, est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot hyperactivité ou est-ce que vous en mettriez un autre ? Non, je suis non seulement d'accord, mais j'ai été diagnostiqué TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc, oui, je suis en fait, l'hyperactivité se traduit chez moi par le fait que je m'ennuie vite quand je fais toujours la même chose. Donc, il faut que j'ai des projets. Il faut que je passe vite de quelque chose à autre chose, même dans une journée. Moi, dans la journée, je suis hyperactif parce que j'ai plein d'endroits différents où aller, de choses différentes à faire. D'accord. Et j'ai le cerveau qui est plein de projets tout le temps. Mais c'est pas je saute pas sur les tables. Et vous me mettez sur un bateau à regarder la mer, je peux rester 6 heures comme ça. On peut être contemplatif et hyperactif. Je peux être contemplatif sans aucun problème. Mais j'ai la chance. Alors, c'est une hyperactivité intrinsèque, mais c'est aussi une hyperactivité parce que j'ai la possibilité de développer des projets. La notoriété, la crédibilité, la légitimité, tout ce que vous voulez, permettent d'être écoutés quand vous avez des projets. Il y a plein de gens qui sont capables d'avoir des projets qui sont fabuleux, mais comme ils connaissent personne, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de notoriété ou de popularité, on les écoute pas. Moi, si demain je peux vous dire, j'ai une idée un projet d'émission, j'ai développé 10 lignes sur ce projet, c'est un truc qui me passionne, je le propose immédiatement au directeur de la rédaction ici, le 17 juin, on va le proposer à France Télévisions, et théoriquement, en quelques semaines, on a la réponse. Et c'est un privilège extraordinaire. Vous avez des circuits, en fait, c'est ça ? Voilà, j'ai des circuits qui me permettent d'avoir tout de suite accès aux décideurs. Et c'est ce qui fait qu'aussi, ça me booste le cerveau. Si, comme malheureusement tellement de gens, j'avais un projet que j'écrivais et puis que je ne savais pas à qui l'adresser, j'arrêterais d'avoir des projets. Okay. Ce projet-là, j'imagine qu'il touche aussi à la médecine. Oui, il touche à la médecine, il touche à l'anthropologie, il touche à l'évolution de l'espèce humaine, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et petit aussi, on avait du mal à vous enfermer dans une pièce devant vos devoirs. Il fallait que vous fassiez vu mes résultats scolaires, oui, je pense que mes parents avaient du mal à me faire bosser. Oui. En fait, dans mes bulletins que j'ai vus il n'y a pas longtemps, il y a toujours marqué « Ne pense qu'à amuser la galerie ». Donc déjà, quand j'étais petit, je pensais à faire le con en classe. J'ai toujours eu du mal, mais ça, c'est le trouble de l'attention, les troubles de l'attention qui font que j'avais du mal à rester, à apprendre des leçons sans
sans bouger, sans me déplacer, etc. Mais je l'ai su que tardivement, il y a pas très D'accord, longtemps. Aujourd'hui, ce trouble de l'attention fait que, mes équipes le savent, tous les gens qui bossent avec moi savent que j'ai une autonomie d'une demi-heure dans les réunions. D'ailleurs, en une demi-heure, vous avez en général tout fait. C'est pas la peine de passer des heures à tchatcher. Et est-ce que l'activité soigne l'hyperactivité, justement, docteur ? Elle évite la frustration. Donc, évidemment, quand je me lève le matin en me disant, tiens, j'ai un trou de 2 heures dans la journée. Je ne peux pas laisser un trou de 2 heures dans la journée. Je me dis, toute la matinée, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pendant ces 2 heures? J'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et ben, je vais le faire. Là, je suis en train de préparer mon CAP cuisine. Je me suis dit, j'ai 2 heures, donc il va falloir que je passe acheter parce que j'ai besoin d'ustensiles. Il faut que j'aille acheter ça et puis je vais lancer un truc. J'ai toujours besoin de remplir, voilà. Vous préparez un CAP cuisine? Ouais. Parce que vous allez vous lancer dans la cuisine? Non, parce que pour moi, j'ai été frustré, donc ça fait partie de mon hyperactivité. Quand j'ai arrêté d'exercer à l'hôpital, je me suis dit, tiens, j'ai des matinées libres. J'aime pas être frustré, donc on dirait que personne n'aime être frustré, non, mais moi, ça devient pathologique. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai une frustration, je me dis, ok, t'es frustré de ne pas savoir faire ça, est-ce que tu as la possibilité de te défrustrer? Oui, non. Non, parce que c'est inatteignable. Oui, parce que pourquoi pas, et ben je le fais. Et ça fait 2 ans que je prépare mon CAP cuisine, que je vais passer là, et puis et c'est pour moi, hein, c'est juste parce que ça m'énervait de pas maîtriser certaines techniques en cuisine, alors que j'adore cuisiner. Ben je suis allé au bout de mon truc. D'accord. Mais vous savez d'où, sans vous faire allonger il n'y a pas de divan, mais sur cette table, vous savez pourquoi ce problème à gérer la frustration chez vous? Pas du tout. Vous avez jamais creusé, cherché à comprendre? Non, parce que je suis heureux comme ça et que je me suis jamais allongé sur le canapé, sur le divan d'un psychanalyste, parce que c'est comme l'histoire des tests. J'ai passé mes tests pour savoir si... Parce que j'ai un pote pédopsy qui m'a dit, mais écoute, arrête, t'es TDAH, machin, etc. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais passer les tests pour savoir. Par curiosité, ça n'a pas changé ma vie. Et si je l'avais su avant, ça aurait peut-être changé ma carrière. Oui. Donc, voilà, aujourd'hui, je ne cherche pas à savoir pourquoi je suis hyperactif, j'essaye d'en profiter. Parce que ça vous pousse le matin quand même. Ça j'imagine bien, je le vois bien, je le constate. Alors, parmi justement toutes ces activités, il y a aussi le Michel Simès comédien, on l'évoquait au début de cet entretien, donc qui a démarré avec Meurtre sur l'île d'Oléron. Là aussi, pourquoi n'avez-vous pas pu résister à cette proposition, et qu'est-ce que peut-être elle venait combler comme frustration? Eh ben voilà, frustration de ne pas... Moi, j'ai toujours... Ça, c'est depuis que je suis plus jeune. J'ai toujours rêvé de jouer, mais pas un rôle principal, de jouer un truc dans un film ou un téléfilm pour voir un peu comment ça se passe. Et donc voilà, j'ai fait savoir que ça m'amuserait. D'accord. Et je vous assure que quand j'ai commencé à en parler, j'ai dit voilà, si un jour dans un téléfilm il y a un petit rôle de 5 minutes dans lequel je peux jouer, ça m'amuserait. D'accord. Bon, après, quand vous êtes populaire, vous devenez vite tête de gondole, parce qu'on se dit bon, on va en faire un, on va voir s'il est pas trop mauvais, on va en faire un, et puis on verra ce que ça donne. Et ça a cartonné et on m'a donné un rôle principal, ce qui était quand même fou. Face à Hélène Cesaret. Ouais, avec Hélène, et donc voilà, j'avais envie de le faire, je l'ai fait, ça a marché. J'ai toujours fait ça, moi. Hein. Ouais. J'avais envie de faire médecine, ça a marché, je fais médecine. J'avais envie d'être animateur, d'avoir une chronique radio, ça a marché. J'ai eu envie d'être animateur à la télé, ça a marché. J'ai eu envie de jouer, parce que le mot acteur me fait toujours un peu peur, mais même si je me fais engueuler, parce qu'on me dit, mais arrête, quand tu joues, t'es acteur, ça a marché. Donc voilà, il y a des choses qui n'ont pas marché dans ma vie. Hein, mais... Pardon Michel, mais ça marche parce que vous n'y allez pas non plus la fleur au fusil et que vous bossez quand même. Ah oui, non, mais il y a un truc aussi mais évidemment, voilà. Je n'ai jamais rien fait sans travailler. Quand je vous parle de la télé, ça m'a obligé. J'ai travaillé. Le CAP cuisine, ça fait 2 ans que je bosse dessus. Quand vous jouez et que vous confiez un rôle principal, vous n'arrivez pas le matin en sachant pas votre texte, ce qui arrive de la part d'acteurs professionnels. Donc moi, je ne veux pas passer pour un con. Donc et en plus, je veux me rassurer, comme je suis un grand traqueur. Le fait de bosser me rassure. Et donc, effectivement... Alors,
après, il y a eu, entre autres, cette fameuse série, la Doc Helveto, donc qui venait satisfaire un de vos rêves d'enfant, puisque là, en l'occurrence, vous étiez vétérinaire. Et puis ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui comprennent pas pourquoi ça s'arrête ? Avec Dounia Cossens. Parce qu'il y a un moment, on se dit est-ce qu'on va continuer ? Est-ce qu'il y a d'autres histoires ? Est-ce qu'on n'est pas redondant ? Voilà. Et je pense qu'une série comme La Doc Helveto, je crois qu'on a fait 6 épisodes, un truc comme ça. On arrivait un petit peu au bout de l'histoire, ou alors il fallait qu'on sorte un peu de ce village, parce qu'on ne peut pas avoir sans arrêt des histoires dans le village. Donc, il aurait fallu qu'on sorte du village, etc. Et puis Dounia est une actrice, elle a des projets, elle est très demandée, c'est une super actrice, elle a plein de projets ailleurs, et ça pouvait devenir compliqué en termes de planning de tournage, mais je me suis régalé à faire ça, j'ai appris, c'était de façon... j'ai appris un nombre de choses, entouré d'équipes bienveillantes, d'acteurs bienveillants. Enfin, ça a été une aventure extraordinaire. Tout à l'heure, vous disiez que vous aimiez être à la hauteur des défis que vous vous imposiez. Est-ce que vous avez été sensible aux critiques ? Est-ce que justement vous avez fait en sorte qu'elles soient bonnes ? Comment ça s'est passé ? Faire en sorte qu'elles soient bonnes, je sais pas. Non, mais en bossant avec des coachs, des trucs et des machins, c'est ça que je veux dire. Non, j'ai jamais... Quand j'ai commencé la radio, quand j'ai commencé la télé, on m'a proposé de me coacher, de me faire une formation d'animateur, de machin, j'ai pas voulu. Parce que moi, je mise sur le naturel, sur ma spontanéité, ça m'a toujours souri jusque-là. Et je me suis dit, je veux essayer de jouer le plus naturellement possible. Et c'est pour ça que je voulais jouer un rôle de médecin. Parce que je connais les gestes, je connais le langage. Et donc, je me suis dit, voilà, essaye d'être toi. Et ça a plutôt bien marché. Alors, quand vous jouez, vous êtes dirigé par un réalisateur. Moi, je suis très à l'écoute des conseils des acteurs. Dès le départ, j'avais fait un discours auprès de toute l'équipe de tournage en disant... Les amis, oubliez l'animateur, oubliez le médecin. J'ai besoin de vos conseils, j'ai besoin que vous me disiez ça c'est bien, ça c'est pas bien. N'ayez pas peur en vous disant oh là là, c'est le mec de la télé, c'est le médecin préféré des Français, on va pas lui dire quoi que ce soit. Je dis au contraire, j'allais chercher les critiques de la part des acteurs et ils m'aidaient énormément. Après, les critiques de l'extérieur, de toute façon, quand vous êtes animateur à la télé, vous partez avec 200 kilos sur chaque épaule. C'est sûr. Le milieu des comédiens, des réalisateurs vous attend avec une Kalachnikov parce qu'ils se disent putain, encore un animateur télé qui vient prendre le boulot d'acteur. À cela, je réponds si je suis pas là, il n'y a pas de film. Donc, j'ai plutôt créé des postes, j'ai plutôt apporté du boulot aux acteurs plutôt que d'en prendre. Quant au public... il était là. Il était là. Donc, je veux dire, quand vous avez plus de 5 millions de téléspectateurs qui viennent voir un téléfilm, la réponse, elle est là. On s'est pas dit, putain, attends, il est médecin, il travaille à l'hôpital, machin. Moi, ce qui me faisait peur, c'est mes patients. Et jamais je n'ai eu de problème. Je veux dire, mes consultations se sont pas écroulées du jour au lendemain. Vous-même, vous avez à un moment pensé tout arrêter de vos activités, outre la médecine, j'entends. Tout arrêter pour tout ce que je faisais. Ouais, vos activités médiatiques, machin et tout, ça vous a jamais traversé l'esprit un jour ? Ça m'a jamais traversé l'esprit, même pendant le bashing, pendant le Covid. J'ai bien vacillé pendant cette époque en me demandant pourquoi les complotistes et tous ces abrutis m'en voulaient. Et puis après, j'ai pris du recul par rapport à tout ça. Mais j'ai jamais voulu tout arrêter parce que j'ai pas de plan de carrière dans le sens où tous les ans, je me disais pas l'an prochain, l'année d'après, ceci, je vais faire ça. Aujourd'hui, j'ai 67 ans. Je continue à faire que ce qui me plaît. Le seul mot qui est important dans ce qu'on me propose, c'est de savoir si je peux accoler le mot plaisir. S'il y a plaisir, je fais. S'il n'y a pas le plaisir, je ne fais pas. J'ai plus besoin de ça pour vivre. J'ai plus besoin de ça pour avoir de la visibilité. Dr Good se développe énormément et ça cartonne aussi bien en magazine que dans les réseaux. Je fais des émissions à la télé que j'ai envie de faire et non pas pour en faire.
Voilà, c'est pour ça qu'on s'est arrêté avec Adriana, par exemple. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, on pense qu'on était arrivé au bout. On s'adore avec Adriana et on a un manque l'un de l'autre de ne pas travailler ensemble, et y compris avec toutes les équipes avec lesquelles on bossait. Mais on s'est dit, on arrive au bout, on prend peut-être un peu moins de plaisir parce que c'est un peu redondant, parce que on s'est arrêté. Ça s'appelle la liberté, ça, Michel. Mais c'est le luxe, ça s'appelle le luxe. Sacré luxe. Ça s'appelle le luxe de pouvoir se dire, je ne fais que ce qui me plaît. Wow. Comme je n'ai jamais eu l'impression de bosser dans ma vie et que tout était plaisir, je veux que ça continue. Et aujourd'hui, je lève le pied, je fais moins de choses, je fais des choses qui me plaisent, qui me donnent envie. Ambassadeur santé des Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui m'éclate depuis 6 ans. Ça consiste en quoi, ça, justement ? À faire bouger le cul des Français. Voilà. À dire aux Français, on est sédentaire, on est inactif, c'est mauvais pour la santé, bougez-vous. Et quand vous êtes dans les... Et en plus, je suis au conseil d'administration de Paris 2024, donc j'ai suivi depuis des années les coulisses. J'étais dans les coulisses des jeux, de cet événement, accompagné de plus grands experts du sport santé en France dans un collectif pour une France en forme. Donc voilà, intellectuellement, c'est fabuleux ce qui m'arrive. Donc voilà, c'est ça qui m'importe. Après, si demain j'arrête, je vous réponds, si demain j'arrête la télé, je ne meurs pas. Je vis, j'ai autre chose à faire dans la vie et je peux m'arrêter du jour au lendemain sans aucun problème. D'accord. J'ai juste une dernière petite question concernant, deux dernières petites questions. On vous a souvent vu donc co-animer des émissions avec Nagui. On sait que lui aussi, il a 10 000 idées à la seconde. Est-ce que par hasard, il y en aurait d'autres en commun qui vous concernent ? Il n'y a pas de projet commun avec Nagui, mais Nagui, on est très potes, on s'entend super bien et même j'ai une admiration folle pour ce mec parce que c'est pour moi, c'est le Zidane de l'animation. Je vous assure, j'ai co-présenté avec lui des émissions. J'étais presque plus spectateur que co-animateur. Ce qui fait qu'à un moment, il fallait que je me réveille aussi pendant l'animation parce que je le regardais. Il avait une oreillette dans laquelle il recevait des infos toutes les secondes. Il avait les scores des trucs. Il jouait avec les invités. C'est pour moi, je sais pas, j'aimerais bien je lui ai dit déjà, j'aimerais bien lui faire une IRM pour voir un peu les connexions qu'il a dans le cerveau. C'est le roi de l'animation, c'est le roi du jeu. Et c'est votre ami ? Et c'est mon ami, mais je vais vous dire, c'est compliqué d'animer avec lui, pour moi, tellement j'ai été en train de le regarder et de voir comment il faisait. On va essayer de comprendre comment il faisait. Et juste avant d'avoir vraiment une phrase de conclusion, puisque vous écrivez et puisque vous jouez la comédie, est-ce que vous n'avez jamais pensé à vous écrire un rôle, une série, quelque chose ? J'écris souvent avec mon ami Patrice Romden des bouquins concernant la santé. J'ai essayé d'écrire des sketchs. Je pourrais écrire des sketchs. J'en ai proposé d'ailleurs. Je peux vous dire, j'ai envoyé un SMS à Caroline Vigneault. Je peux écrire 1 ou 2 sketchs autour de sujets de santé. De là à écrire un rôle complet, je pense que je ne sais pas faire. Pareil, il faut connaître les limites de ses compétences et je pense pas être capable d'écrire un truc entier. En revanche, écrire avec des amis et apporter ma touche médicale, oui. Et je pense que je le ferai. D'accord. Et un jour, vous vous voyez monter sur scène pour justement à faire un truc comme Alain Drucker ou à faire du one man, puisque vous avez quand même aussi cette envie, cet humour et ce talent. Je vais vous répondre par 2 mots. Vous verrez. Eh ben, vous savez quoi ? On va dire que ces 2 mots seront les 2 mots de la fin. Comme ça, on termine sur un cliffhanger de fou. Michel, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, donc, j'ai envie de vous dire à très très vite. Très vite. Au revoir. C'était Isabelle Dombre. J'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.